Alors, je te mets un peu de gel, ça va être frais. Je regarde un petit peu comment elle se positionne. Peut-être par ici. Ah bon ? Ouais. Il y a un business à créer autour des échographies. Un dos en postérieur contre ton dos, en fait. On irait voir les praticiens comme des oracles, ayant le pouvoir de lire l'avenir de nos enfants dans les formes noires et blanches auxquelles nous ne comprenons pas grand-chose. C'est le cordon ombilical. On voit en fait tout ce qui est en couleur, c'est le flux sanguin qui passe dedans. Donc il y a 2 artères, une veine dans le cordon, donc c'est pour ça qu'on voit plusieurs vaisseaux, tu vois, qui s'entrelacent avec des couleurs différentes. Je suis enceinte de mon 2e enfant. En fait, on voit la forme. En fait, c'est la forme en fait de la vulve, quoi. C'est une fille. Ici, au milieu et puis sur les côtés. Je viens voir son visage si on arrive à le trouver. J'attends cette image, ce joli profil qu'on voit partout et que je pourrais envoyer aux amis et à la famille comme la preuve de mon enfant à naître. Voilà les 4 cavités cardiaques, très jolies. Je viens aussi vérifier l'absence d'une anomalie. C'est intense, hein ? Ouais. Et secrètement, j'attends que la sage-femme me dise « Tout va bien se passer, madame, pour vous et votre bébé. Aucun gène bipolaire en vue, boussole ok, horizon dégagé. » 141 battements par minute, c'est tout bien. Sur le fil, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Arnaud Forest. 3e épisode, les garde-fous. C'est vrai que c'est lourd le micro. Mon héritage à moi, c'est la psychiatrie. Oh, regarde ma tête. Grâce à ma famille, j'ai beaucoup d'expérience dans la catégorie désordre. Chez nous, rien n'a jamais été normal. D'ailleurs, quand on la rencontre, la normalité, ça fait presque mal. C'est un joli ronron, chaud et enveloppant, qui vient vous frapper en plein dans le ventre. C'est un coup de poing de George Foreman. Ça vous empêche de respirer. Parce que j'ai toujours peur que cette famille idéale que j'essaie de construire se fissure, comme celle que j'ai toujours connue. Bravo! Bravo mon petit chéri! C'est un joli bureau ajouré de 2 fenêtres qui donnent sur la petite cour intérieure de l'immeuble. Il y a du parquet qui craque, juste comme il faut. Il y a la bibliothèque aussi, avec plein de livres. Jung, Freud, Lacan, ils sont tous là. Il y a un divan sur lequel je ne me suis jamais allongée. Une fois j'ai essayé, j'ai trouvé ça ridicule. C'est ici que je me réfugie, quand les émotions sont trop fortes, quand le cavalier noir pointe son nez et commence son siège implacable. Ma psy est assise en face de moi, dans un grand fauteuil. Elle est belle, et son cabinet a toujours la même odeur. En fouillant dans mes agendas, je retrouve la trace de mes premiers rendez-vous en 2011. Ça fait plus de 10 ans que je parle à une femme 1 fois par semaine pendant 30 minutes. 1 séance par semaine, 52 semaines dans une année, depuis 10 ans, à 50 € la séance. Quand je fais le calcul, j'ai donné à ma psy 26 000 € en cash. On arrondit à 20 000 en comptant les pauses où tout va bien et les vacances. Je suis la première à avoir cette pratique dans ma famille. Je suis aussi la première à avoir autant d'argent à dépenser pour ma santé mentale. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Le combat est inégal. Et donc, la première fois que tu as pris des antidépresseurs, c'était quand ? Peut-être vers 35 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des moments où j'allais pas trop mal, hein, et puis des moments où j'allais moins bien. Donc on me changeait souvent de traitement. Alors là, c'était les médecins, hein, j'avais pas encore la psychiatrie. Et je me rappelle, à l'époque, je prenais un genre Prozac ou... j'en ai pris tellement, je sais plus. Dans la famille, les médicaments sont les saints d'une religion que l'on prie matin, midi et soir. Effexor, Séroplex, Prozac, Deroxate, Alprazolam. Tout le monde a pris des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout un tas d'autres molécules. Ma mère a longtemps été ma fournisseuse officielle de Lexomil ou de Xanax.
Je passais un coup de fil et 3 jours après, les pilules étaient dans ma boîte aux lettres. Ça fait taire les angoisses. Il n'y a pas de problème à dire qu'on prend un traitement pour le cœur ou pour le diabète, mais prendre des antidépresseurs, c'est la honte. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Je n'assume pas du tout. Ça me ramène à la maladie, à ma famille et au fait que j'ai toujours besoin d'une béquille pour avancer. Non, et donc les médicaments, t'as pas l'impression qu'ils ils modifient ta perception? Si, c'est sûr. En fait, avec les médicaments, ils m'aident à maintenir toujours dans le bien. Donc forcément, t'as plus les inquiétudes que t'avais avant, t'as plus les angoisses de stresser, de te dire je vais pas y arriver ou des trucs comme ça. Ça, c'est sûr. Depuis que ma mère est sous lithium pour ses troubles bipolaires, elle est stable. Mais entre les symptômes et les effets secondaires des médicaments, son identité est comme fragmentée. Ma mère, c'est la personne qui n'a peur de rien ou celle qui est angoissée tout le temps? Mais essaye de m'expliquer comment le lithium... Ouais, mais toi, tu te poses des questions comme ça, que moi, vu que je suis bien, je me pose pas la question de savoir si c'est les médicaments ou pas. Moi, je suis bien. Ça, pour être bien, elle est bien. Elle est même un peu trop bien. Elle semble flotter. Plus grand-chose ne l'atteint. Ce qui pose une certaine forme de distance par rapport aux choses et aux gens qui l'entourent. Est-ce que du coup c'est vrai ça de se retrouver un peu coincé dans un état stabilisé mais up? Alors j'aurais tendance à dire c'est peut-être l'état le plus confortable pour les patients et qu'on se doit aussi de respecter ce confort du patient. Moi j'aimerais bien pouvoir les stabiliser tous un petit peu up sans trop up pour qu'ils aient l'énergie, l'élan vital, la joie de vivre, ces choses-là. C'est l'idéal de les stabiliser là. En sachant que si ça dure trop longtemps, ce petit côté up, il y a toujours le risque qu'il y ait un petit fléchissement vers le bas dans la suite, quoi, dans l'après-coup. Un traitement, ça ne s'impose pas à un patient, ça ne devrait pas s'imposer. On est dans l'ère de ce qu'on appelle la décision médicale partagée, c'est-à-dire que quand on propose un traitement à un patient, il faut qu'on ait une validation de la personne qui est concernée. Alors ça, on arrive à le faire quand même au bout d'un certain temps. Là encore, c'est plus difficile pour les sujets jeunes. Faire adhérer quelqu'un qui a 20 ans à un traitement de longue durée, c'est pas gagné. Surtout qu'on leur dit en général, ce traitement, vous l'aurez à vie. Ou vous l'aurez pendant très longtemps, au moins. Et les faire adhérer à ça, c'est pas simple. Question traitement, c'est vrai qu'on part de loin. Mon grand-père a eu des électrochocs. À son époque, on appelait ça comme ça. Aujourd'hui, on dit sismothérapie, c'est plus chic. Bien sûr, nous n'en avons jamais vraiment parlé dans la famille, ce qui contribuait à construire son personnage de fou. So keep you from biting your tongue. Now just bite down on it. That's right. Just bite down. Now bite down on it. Je sais l'image que vous avez dans la tête. Moi aussi, j'ai la même. C'est celle du visage de Jack Nicholson qui se tend dans un rictus terrible sous l'effet du courant électrique. Quand les crises dépressives ou maniaques résistent aux traitements médicamenteux, les psychiatres passent au niveau supérieur. La grande différence avec la scène de vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est que le patient est endormi et que la puissance de la décharge électrique est maîtrisée. C'est donc moins barbare, mais la réponse du patient qui les reçoit est tout aussi aléatoire. Ce qui a tout changé pour ma mère, et même pour mon grand-père, c'est le lithium. Le lithium est extrait de roches, ainsi que d'argile et de saumure. On le trouve beaucoup en Chine et en Bolivie. Il est utilisé par la métallurgie et l'industrie du caoutchouc, pour produire des piles, des batteries, des lubrifiants spéciaux. Le lithium est la molécule la plus connue contre les troubles bipolaires. Un des effets secondaires est le tremblement. Mon grand-père tremblait beaucoup aussi. Je ne le comprends qu'aujourd'hui, mais c'était à cause de son traitement. De mes 19 ans à aujourd'hui, il y a une phase vraiment genre je veux pas à 19 ans, c'est je rejette en bloc, c'est n'importe quoi. Et après j'ai eu des phases, je vais le prendre. En 2013 par exemple, je l'ai pris.
Donc j'ai pris cette fameuse molécule pendant 8 mois où vraiment j'ai pris 20 kilos et que j'étais apathique, en dehors de moi-même, aucune émotion, aucune vie intérieure. Donc là déjà je me suis un peu posé la question, je me suis dit mais c'est chaud. Et pour les troubles bipolaires on dit que c'est à vie. Donc du coup j'étais en train de me dire bon en fait c'est comme ça en fait. Et quand je l'ai arrêté quand même tous mes amis m'ont dit on te retrouve. Ça y est quoi. T'es redevenu toi, après l'arrêt de ce traitement. Là, je me suis posé la question, je me suis dit, franchement, si j'avais pris ce traitement encore aujourd'hui, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait depuis. Enfin, je sais pas qui je serais, quoi. Mais donc, déjà, arrêter ce traitement, ça me met un signe, enfin, ça m'envoie le message que je vais mieux sans. Du coup, il s'est pas passé un seul jour de ma vie où j'ai pas pris de médicaments neuroleptiques ou thymorégulateurs ou antipsychotiques ou tout ce qu'on veut, antidépresseurs. L'objectif d'un psychiatre, c'est que vous soyez pas à nouveau hospitalisé, quoi. Donc, s'il est sympa, il va pas vous assommer avec des médicaments, mais sinon, de toute façon, votre bien-être, le fait que vous ayez une vie sociale, que vous ayez un travail, etc., franchement, le psychiatre, il s'en fout complètement. Juste exprimer les effets négatifs d'un traitement à ton psychiatre, c'est important. C'est difficile aussi de dire je ressens ça, voilà ce qui se passe dans ma tête. Et si ton médecin, tu peux pas lui dire ça, déjà, il peut te mettre un traitement qui te fait te sentir hyper mal. Moi, j'ai vu des personnes me dire Charlotte, j'arrive pas à marcher, je peux plus réfléchir. Un traitement, ça peut vraiment impacter tellement fort. Moi, j'ai eu des traitements où je sentais mon esprit dans une boîte. Et que je veux réfléchir, mais non, je bute, ça bute. C'est très douloureux. Les molécules sont apparues dans les services psychiatriques dans les années 50, donc c'est assez récent. Ça a été une véritable révolution pour les psychiatres. Avec ces nouveaux traitements, ils arrivaient enfin à calmer des états très agités et délirants. La chimie a vraiment changé la vie de nombreux patients. Dans la mesure où les mécanismes intimes du fonctionnement cérébral, et en particulier les mécanismes neurophysiologiques du fonctionnement cérébral, on n'en a que des visions indirectes. On suppose que ça fonctionne comme ça, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne comme ça. Alors, les deux principales activités du lithium, c'est d'être modulateur de l'activité dopaminergique du cerveau. La dopamine est un des grands neuromédiateurs qui est utilisé par notre cerveau au quotidien. La dopamine étant considérée comme le neuromédiateur du plaisir. Ça explique pourquoi le trouble bipolaire est particulièrement concerné, parce que la dépression, c'est la perte du plaisir, et la manie, c'est l'excès de plaisir. Et donc, cette modulation de l'activité dopaminergique, c'est l'effet censé être l'effet principal du lithium. Il a également une activité de modulation du glutamate. Le glutamate, c'est un autre neuromédiateur qui agit sur un certain nombre de récepteurs cérébraux qui sont mis en cause dans les hypothèses neurobiologiques du déclenchement des épisodes dépressifs ou maniaques. Voilà les deux principales actions. Mais on ne sait pas s'il n'en a pas d'autres d'actions. On est là encore dans l'hypothèse sans connaître cette certitude. C'est des médicaments qui ont été découverts par hasard, il y a très longtemps, et un petit peu comme beaucoup de médicaments en psychiatrie. D'ailleurs, on n'est pas dans une démarche ou pas assez, c'est ce vers quoi on voudrait aller, où on va découvrir un mécanisme qui est spécifique d'un sous-groupe homogène de patients, et on va développer des stratégies thérapeutiques qui ciblent cette voie biologique. Donc on a été pour beaucoup de médicaments dans un mécanisme un peu inverse, qui est qu'on découvre un peu par hasard qu'il y a une efficacité thérapeutique et on le développe en psychiatrie sans toujours trouver le mode d'action. Donc ça a été la façon dont un très grand nombre de médicaments ont été développés en psychiatrie. En fait, rien n'a vraiment évolué depuis les années 50. C'est difficile de ne pas voir les psychiatres comme des apprentis sorciers dont nous serions les cobayes. Le raisonnement que j'ai aujourd'hui, quand même, c'est de me dire, c'est quoi ce bordel ? Je me demande ce qu'on propose à ces personnes, donc à moi, parce que ça veut dire de prendre un traitement à vie
et d'injecter l'idée qu'on ne pourra pas s'en sortir sans ça. Ce qui résiste, c'est que personne ne sait vraiment comment fonctionne le cerveau et sa psyché. Et c'est précisément ça qui fait peur. Et moi, ça m'effraie, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, cette idée de ne pas pouvoir être sobre, en fait. Est-ce que je peux compter sur moi-même ou est-ce que je dois tout livrer à ce laboratoire, mon âme? Et il y a aussi une dimension aussi spirituelle qui est que ça agit sur ton cerveau, qui est quand même une machine, en tout cas, qui permettrait à tout ça d'être traité et que certes, peut-être ce système est déréglé, un peu, ou fragile, mais qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça touche à des choses tellement petites, tellement invisibles, tellement profondes. Dépamide, Abilify, Brintellix. Suis-je encore moi-même si tous ces traitements changent ma personnalité? Lithium. À quel point je suis une autre personne quand je prends des médicaments? Carbamazépine. Donc il y a eu des essais médicamenteux. Je le vivais pas bien. Le premier traitement me donnait des tremblements aux mains. Donc on a essayé autre chose. Lorazépam. Et le deuxième, je me rappelle, l'été, je suis sortie de l'hôpital et j'ai commencé à prendre ce nouveau traitement et ça me rendait tellement malheureuse que je pleurais avant de prendre ces médicaments. Xanax, Atarax. Et en fait, ça m'a coupé de mes émotions. Lysanxia. J'étais là, mais en même temps pas là. Lamotrigine. Aripiprazole. J'avais plus du tout d'émotions, c'était lisse. Je trouvais que c'était un prix trop lourd à payer pour aller soi-disant mieux. Donc après, je m'étais quand même approprié aussi quelque part les médicaments en connaissant de plus en plus, en acceptant de mieux en mieux. Et j'ai vu aussi peut-être distinguer les effets d'une des molécules qui vraiment a eu un effet bénéfique sur les grosses phases de dépression, où là j'ai vu que c'était plus la chute sans parachute. Et un autre pour lequel j'étais plus réfractaire et qui finalement récemment m'a prouvé en quelque sorte, qui m'aidait beaucoup. Parce qu'en ayant augmenté un petit peu cette molécule-là, j'ai un confort de vie qui est vachement meilleur, quoi. J'avais un peu envie de dire avant que c'était moins pire. Là, je trouve que c'est peut-être la dose de confort qui va me permettre de me sentir bien et puis sur le long terme. Aujourd'hui, après un long chemin, après une longue errance au niveau des médicaments et des traitements, après une rébellion par rapport à ça, des arrêts de traitement où malheureusement derrière je payais l'arrêt par des rechutes. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Il faut dire que le grand classique des bipolaires, c'est d'arrêter les traitements quand tout va bien. Et c'est pour ça qu'il y a des rechutes. Moi aussi, quelquefois, j'ai besoin des médocs pour faire reculer le cavalier noir. Et je trouve ça difficile d'admettre que c'est la molécule qui me permet de vivre en société, d'être tout à fait stable, alignée sur l'équateur. En acceptant la maladie, en acceptant les médicaments, j'arrive à mieux vivre. Et oui, je pense que le fait de les accepter, ça joue beaucoup sur la stabilisation, sur comment je me sens, parce que finalement, moins on est réfractaire, moins on est contre, moins on les refuse, plus je pense qu'ils sont bénéfiques. Les tulipes sont trop à vif. C'est l'hiver ici. Regarde comme tout est si blanc, si calme.
et dans quelle neige j'apprends la paix, allongée, seule et tranquillement. Comme la lumière se pose sur ces murs blancs, ce lit, ces mains, je ne suis personne. Les explosions ne me concernent pas. J'ai abandonné mon nom et mes vêtements aux infirmières. Elles m'apportent la torpeur dans leurs aiguilles radieuses. Elles m'apportent le sommeil. J'ai laissé, cargo de 30 ans, les choses filer. Je n'ai jamais été aussi pure. Tulipe, Sylvia Plath. Est-ce que à l'avenir on peut imaginer se soigner sans molécules? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on ne sait pas soigner des diabétiques sans insuline. Et aujourd'hui, on ne sait pas soigner un trouble bipolaire sans utiliser le médicament qui permet de prévenir les rechutes, de prévenir les récidives, qui font partie de la classe des thymorégulateurs, des régulateurs de l'humeur. Et quand les patients sont bien stabilisés, ils sont sous un seul médicament. En Finlande, il existe quelques tentatives de soins sans médicaments. En France, on n'y est pas du tout. Mais grâce aux recherches et aux récentes découvertes, nous sortons de l'idée que les troubles mentaux se situent seulement au niveau du cerveau. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que les anomalies des neurotransmetteurs, il y a beaucoup d'autres anomalies biologiques qui sont associées aux troubles bipolaires. Par exemple, nous, au laboratoire, on travaille énormément sur ce concept d'immunopsychiatrie qui a permis d'identifier chez à peu près 40% des patients atteints de troubles bipolaires le fait qu'il y a une inflammation chronique de bas niveau qui est mesurable aussi bien au niveau sanguin qu'au niveau central qu'au niveau digestif et qui souvent est une des causes de la résistance, c'est-à-dire de la non-réponse aux traitements classiques qu'on utilise en psychiatrie. Ce que nous dit la psychiatre Marion Leboyer, c'est que le combat à mener contre les troubles mentaux ne concerne plus seulement l'esprit, mais le corps tout entier. Et ça change tout sur nos représentations de la psychiatrie. Il n'y a pas un médicament et puis point barre. On sait aujourd'hui que c'est un trépied des stratégies thérapeutiques qui comporte à la fois le bon médicament, soit de l'épisode et ou des stratégies préventives avec ce qu'on appelle les stabilisateurs de l'humeur, avec les thymorégulateurs, dont le chef de file est le lithium, qui sont associés avec une forme de psychothérapie. Il y en a beaucoup, donc il faut adapter à chaque phase de la maladie ou de l'évolution du patient. Et puis à des règles d'hygiène de vie qui sont le sommeil, qui sont l'activité physique, qui sont l'alimentation. Et tout ça, c'est des choses qui sont relativement récentes. Du coup, je prends jamais de drogue. Je bois jamais plus de 3-4 verres, quoi. Et je fais pas de nuit blanche. Je pense que c'est vraiment les trucs, je pense, les plus importants où je sais que si je franchis cette barrière-là, je me mets à risque. Après, ça m'est quasiment jamais arrivé d'oublier mon traitement. C'est vrai qu'on se dit qu'avec l'expérience, finalement, même si on a toujours cette épée Damoclès sur la tête que ça va redémarrer, on est en contrôle et ça devrait le faire, quoi. Et heureusement, depuis début 2020, c'est étonnamment très stable, aussi stable plus stable que ça n'a jamais été, quoi. On a beau avancer dans la recherche, la maladie mentale reste impalpable. Aujourd'hui, en France, les psychiatres ne parlent jamais de guérison. Pour Anouk, Rémi, Maxime et pour moi, il s'agit donc de s'adapter aux turbulences de la vie et de trouver quelques repères qui tiennent dans la durée. Mais une tempête arrive. La naissance de mon deuxième enfant est imminente. Cette période postnatale expose à un risque augmenté de dépression et de psychose. Comment est-ce que je vais affronter le prochain événement le plus bouleversant de ma vie ? À suivre. Sur Arte Radio.